à ce nouvel épisode de Semeur d'espoir. Mon nom est Myriam Harpin. J'ai le bonheur de retrouver Sylvain Dupuis, qui est directeur de La Traversée, mais aussi mon co-animateur pour ces épisodes. Salut Sylvain, ça va? Bonjour Myriam. Nouvel épisode passionnant avec des invités passionnants. On va en reparler dans quelques minutes, mais la tradition est qu'on commence avec les services de La Traversée. Et là, j'ai entendu dire entre les branches qu'il y avait un gros projet de rénovation ici pour La Traversée. Il faut que tu nous parles de ça, là. Ben écoute, c'est sûr qu'on est rendu au début juin, là, mais il faut savoir que le 17 avril, il y a eu une annonce de la Fondation Rona, où on était le seul organisme au Québec qui était choisi par la Fondation Rona, donc il y a eu une couverture partout. Évidemment, on est bien énervé. Quand on avait déposé un projet de rénovation, on se dit peut-être, on pourrait, ça serait le fun que, pour agrandir les locaux. Ça devient nécessaire à un moment donné. Oui, bien, on est un peu coupable de notre succès. Fait que, on parlait des lits depuis les autres émissions, mais les lits au premier étage, j'en ai pas. Fait que ça devient une nécessité. Des lieux pour avoir des rencontres, parce qu'on parle de rencontres ponctuelles, mais là, mes intervenantes commencent à manquer de place. Bien, on est comme dans une ancienne maison, là. Exactement, ça, parce que c'est un milieu de vie. Donc, c'est ça. Là, le défi, c'est que là, maintenant, on est à pleine capacité, on roule à 100%. Fait qu'on avait un projet de rénovation qu'on a déposé à la Fondation Rona, puis on a été sélectionné. Puis c'est un investissement de 300 000 qui s'en vient pour notre. Ça donne un bon coup de pouce. La Fondation Ça va donner Rona, un gros coup de pouce. C'est quoi, concrètement? Bien, en réalité, quand vous achetez chez Rona, souvent ils vous demandent ce que vous voulez donner pour la fondation, les employés donnent. Ils ont plein d'activités pour rembourser des sous. Vous allez sur le site web, vous pouvez même donner 2 piastres pour la fondation. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que ça s'en vient à Sorel-Tracy. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Puis ça va nous amener, tu vas comprendre, ça va être quoi mon été. Là, je suis en train de faire des plans et devis pour finaliser ça. Puis les rénovations vont être en 2026. C'est ça le plan qu'on s'en va. Donc, on se dirige pour 2026. Il va y avoir de la construction. Donc, on ne sera pas dans les rénaux à court terme, là, ici. On ne sera pas dans les rénaux à court terme, mais ça va être une bonne année 2026. Ouais. Puis l'objectif, c'est d'agrandir pour encore mieux accompagner les gens de la région. Puis, y avait-tu des critères pour se qualifier, pour obtenir oui, les critères, premièrement, il fallait qu'un organisme. Il fallait aussi être en lien, parce qu'il y avait une initiative en septembre chez Rona, où dans chaque région, chaque Rona, il sélectionnait un organisme qui ramassait des sous à la caisse pour cet organisme-là. Donc, il fallait comme un peu être préqualifié. Mais c'est quand même gros, là. La traversée au Québec au complet, ils donnent 300 000, puis c'est nous autres qui l'avons à Sorel-Tracy. On peut être fiers, ça a amené des belles choses comme on est quand on se regarde, on fait comme « wow ». Désolé pour les autres, mais ça va être nous autres qui va pouvoir développer. Mais c'était devenu nécessaire, là, comme on l'a dit. Et là, tu as dit que tu étais dans les plans. Mais ça va ressembler à quoi l'échéancier? Puis, à un moment donné, la maison aussi, ça va ressembler à quoi? Tu dis que, il manque de lits et tout ça. Mais si on veut se faire une image, le mental... En réalité, du devant de la maison, il n'y aura pas grand changement. On va agrandir vers l'arrière et le côté arrière. On va aussi récupérer des fois les murs qui sont déjà là. Donc, l'objectif, c'est d'ajouter 3 chambres, d'ajouter 2 locaux pour travailler, puis une place pour les employés. Parce que là, on disait que je suis rendu à 26 intervenantes, mais ils n'ont même pas de place pour mettre une case ou mettre leurs choses. À un moment donné, à 5, c'était pas un besoin, mais à 26, je pense que ça commence à être un besoin. Ils apportent leur petit baluchon. Ils arrivent avec leur sac à dos, puis ils repartent avec leur sac à dos. Je pense qu'on est rendu aussi à avoir un lieu pour eux autres. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que ça ne va pas dénaturer le service parce que c'est un besoin. Puis on le voit, là, je veux dire, on est vraiment, on le voit parce qu'on fonctionne à pleine capacité, que là, ça devient besoin. Si on parle d'échéancier, mais c'est sûr que ma petite fibre entrepreneuriale régionale va faire ça, qu'on va vouloir avoir des gens de chez nous qui soumissionnent. Fait que, on est en train de finir les plans, on va inviter des entreprises à venir nous donner un coup de main. Puis on va essayer en rénovation, quand tu rouvres un mur, tu sais jamais comment ça finit. Oui, hein? Fait qu'il faut être sûr de gérer les budgets aussi, ça va être des parce défis. qu'à date de combien de temps, on l'a déjà dit, là, la maison? Elle est vieille, je me souviens pas, mais c'est 1940 et moins peut-être, là. Elle a besoin, de rénovation. Non, mais elle est belle, elle est droite, elle est vraiment droite, elle est vraiment belle. C'est un beau milieu. Je veux dire, les gens qui ont décidé d'acheter ça, puis c'est avant moi,
Ils ont eu une belle vision, une bonne vision. Parce que c'est le fun de construire sur la vision des gens avant toi. Puis dans son 25e anniversaire-là qu'on vous fête, mais c'est important de le rappeler que depuis 25 ans, il y a du monde qui prend des décisions ici. Puis aujourd'hui, on a une maison qui nous appartient, qui appartient à l'organisme. Ouais. Puis ça nous permet de soumissionner ce genre de projet-là, puis d'agrandir, puis d'adapter les services qui n'avaient peut-être pas pensé en 2000. Puis aujourd'hui, en 2025, c'est nécessaire. Fait qu'on s'en va vers ça. Là, en marge de tout ça, l'été va commencer. Qu'est-ce qui arrive au cours des prochaines semaines? Bien, l'été, c'est un peu plus tranquille. Là, je mets ça entre guillemets. Ouais, habituellement, ça dépend des demandes de la clientèle. Oui, c'est ça. On est un peu à la merci des gens qui vont bien ou moins bien. C'est sûr que le soleil aide à amener le bonheur. Si on a j'ai déjà vu une année pluvieuse, ça ramène tout le cafard. Par contre, si on peut avoir une belle été, ben, je pense qu'on devrait être en business. Puis c'est sûr que mes intervenants vont prendre des vacances, fait qu'il va y avoir un roulement, mais on reste ouvert. Je l'ai toujours dit, on reste toujours ouvert. Puis on réussit à faire 100% des services, à répondre au téléphone, à remplir tous les mandats de notre mission. Mais évidemment, il y a du monde qui vont se reposer un peu pendant l'été. Tu vas-tu te reposer? Écoute, c'est la question. Je suis pas le modèle. Je suis pas le modèle pour mes employés pour les vacances, mais il va falloir que je le fasse aussi. Je vais en prendre aussi pendant l'été. On va en reparler au cours des prochains épisodes. Écoute, on rappelle les infos pour la traversée. On le fait à chaque épisode. Partout au Québec, il y a une ligne où on peut appeler. Oui, bien ici, tu appelles pour répondre. Appeler ici, c'est 450-746-0303. Puis si jamais tu es n'importe où au Québec, tu ne sais pas où appeler, tu fais 1-866-appel. Il y a quelqu'un qui va te répondre. Puis à la limite, ils vont nous transférer à Sorel-Tracy. Puis on va pouvoir t'accompagner. Puis il y a un site web aussi, je pense, hein, si on est plus technique. Bien, c'est sûr que vous savez qu'on est encore avec le clavardage numérique. Donc, si vous allez sur suicide.ca ou dièse 53 53 53, il y a quelqu'un qui va vous répondre. Ça peut être quelqu'un de Sorel, Montréal, Québec ou Granby. Et c'est en toute confidentialité. C'est toujours confidentiel. Mais il faut le répéter tout le temps. Tout le temps. C'est toujours confidentiel. Puis, je veux dire, même si Sorel, c'est grand, c'est petit en même temps, on a plein de liens familiaux. Il n'y a rien qui sort d'ici parce que c'est le nerf, c'est ça le lien de confiance qu'on a développé avec les usagers. Ce qui reste ici, puis ça ne sort pas. Bien là, nous, on a rencontré quelqu'un qui est notre première invité. On part ça comme ça. Parle-nous de la personne qu'on reçoit. On va recevoir Roger Lamanque, qui est directeur incendie de Sorel-Tracy. Probablement que je n'ai pas son titre au complet de sa coche. Mais Roger, avec lui, on a travaillé au niveau régional sur un projet. Puis je trouve ça important de laisser sa place parce que l'idée de départ, c'est lui qui l'a eu. Oui, on aura une autre invitée aussi. On va recevoir aussi Chloé Burel. Oui. Chloé, on travaille avec elle au niveau du HTA. Vraiment important aussi, c'est de démontrer aussi toute la collaboration du réseau. T'sais. Moi, je suis là en avant avec toi, on parle comme la traversée, mais il y a un arrimage dans le partenariat avec la CLSC, entre autres, puis Chloé en fait partie. Donc, dans quelques minutes, le Roger Lamanque, c'est ça? Oui. Bien, restez à l'écoute. On a le bonheur de jaser enfin avec Roger Lamanque, qui est directeur du service de protection et d'intervention d'urgence de Sorel-Tracy. C'est un long titre, mais on va tout jaser de ça. On va essayer de le démystifier, On va tout démystifier ça avec vous. Bienvenue, Monsieur Lamanque. On est super content de vous recevoir. Quel est votre rôle comme directeur en tant que directeur? Oui, en tant que directeur, mais on le sait qu'un directeur, ça dirige, là. Oui. Mais ça ne fait pas que ça. C'est ça l'affaire. Tout d'abord, là, mon rôle, Mme Arpin, c'est de m'assurer de la santé et sécurité de mes intervenants. Les pompiers doivent répondre sécuritairement, mettre en place des procédures d'intervention
des procédures au niveau de la santé-sécurité. Évidemment, je ne peux pas vous le cacher, un directeur, ça gère un budget. Ouais, un les budget, chiffres. les chiffres, beaucoup, beaucoup, beaucoup. À Sorel-Tracy, on a un budget assez élevé parce qu'on a du pompier permanent. On a 36 pompiers permanents, 17 pompiers qui sont temporaires. On a un groupe d'enquêteurs, de techniciens enquêteurs qui sont là pour faire les enquêtes sur les incendies. Et à partir de là, on a aussi une équipe d'adjointes administratives qui sont là, que si je ne les avais pas, je serais rien. Ils complètent les colonnes. Ils complètent les colonnes pour le directeur. Donc, une belle grosse équipe, puis on ne voit pas ça. Nous, on ne voit que les pompiers à l'œuvre, des fois. Exact. Et comme je vous disais, la santé-sécurité, c'est l'élément principal qu'on a pour s'assurer que nos pompiers... Tu sais, on se dit quelque chose tout le temps quand on vient des incendies. OK, tout le monde est revenu à la maison. Exact. Oui. Ça, là, c'est tellement, mais tellement important. Donc, un des rôles principaux du directeur, c'est vraiment la santé-sécurité des intervenants. Mais est-ce qu'il y a la santé mentale là-dedans aussi? Là, ça m'amène Toujours. une question parce que c'est pas facile là, d'aller dans des feux et de voir des situations intenses. Là. Effectivement, les pompiers répondent à plus de 1200 appels de premiers répondants par année. Oui, et ce Donc, n'est pas que des incendies. Là. Non, le premier répondant, c'est vraiment du médical. Donc, du monde qui ont de la misère, qui attendent l'ambulance. Les délais pour l'ambulance peuvent être plus longs. Donc, à partir de là, les pompiers doivent répondre. Et ça finit par user la santé mentale des gens. Puis il ne faut pas se le cacher. Là. On est des humains. Là. Quand on arrive, puis qu'il y a une situation d'urgence, puis que c'est un enfant qui a une situation grave, ça vient que ça nous affecte. On est des gens avec des familles, pour la plupart, puis on se ramasse que... C'est pas toujours un band-aid qu'il faut que tu mettes. Là. Des fois, stabiliser la victime, des accidents graves, un accident de vélo d'un jeune, tu sais, je veux dire... On a eu des choses tragiques, là, des incidents tragiques, des enfants qui se sont noyés. Donc, ça finit par user le moral des troupes. Avez-vous des ressources à la caserne? Oui, tout à fait. Nous, on a un programme d'aide aux employés qui est très, très, très présent. Et si, admettons, les gars, quand ils reviennent d'une intervention, c'est sûr qu'ils en discutent entre eux, en entour de la table. Et si jamais j'ai un pompier qu'on voit là, qui ne va pas bien, c'est sûr qu'on va lui dire « Hey, gars, appelle le programme d'aide aux employés, tu vas avoir de l'aide. » Ça, c'est vraiment important. Oui, puis souvent, ce sont les gens, on en a parlé là, dans plusieurs balados, qui ont l'air forts, puis il faut qu'ils gardent le moral, puis qu'il y ait une image de la personne forte. Oui. On démystifie ça un peu avec vous, là? Bien, savez-vous quoi? Tu sais, puis on le vit au quotidien. On intervient, on vit des situations, et on se ramasse quand on revient à la maison, là. Faut plus que ça paraisse, là. Faut que tu sois l'homme fort, faut que tu sois la personne qui tient le fort. Puis là, tu te ramasses que tu dis « Aïe, 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 c'est qui m'aide, moi, là? » Ouais. Mais bref, c'est ça. C'est la situation des services d'urgence maintenant. On vit avec la situation qu'il y a de plus en plus d'événements tragiques. Puis on parle d'événements tragiques, mais il n'y a pas que ça. Là. Il y a des actions où c'est un peu moins tragique. Vous pouvez nous donner des exemples de problèmes de santé mentale, admettons. Là. Ah ben oui, tout à fait. Puis ça fait partie des appels de premiers répondants qu'on a. Et ça, on a des codes d'intervention. Quand les pompiers reçoivent ce code d'intervention-là, ils ne peuvent pas entrer dans le bâtiment tout de suite. Ils doivent attendre que les services d'urgence arrivent. Exemple, le service de police, le service des ambulances, les paramédics qui arrivent eux aussi pour pouvoir intervenir parce qu'ils pourraient avoir, des situations fâcheuses où est-ce que les pompiers pourraient se faire agresser. Ah oui? Ah oui, c'est arrivé, tout à fait. OK, c'est arrivé. Et les pompiers, puis là, c'est ma question personnelle, mais reviennent d'un incendie comment? C'est-tu l'adrénaline qui est dans le tapis ou il y a des succès là aussi? On réussit à avoir des belles histoires au travers de ça là aussi. Ben là. oui. En fin de compte, comme je vous disais tantôt, on parle de 1200, à peu près 1100, 1200 appels de premiers répondants, mais on a aussi 1100 appels d'incendie. C'est un peu le quotidien. C'est sûr que quand on est ces lieux et qu'on rencontre les gens puis que les gens ont tout perdu,
il y a une charge émotionnelle qui fait que nous, les pompiers, on doit vivre avec ça. Et souvent, nous, en étant au poste de commande, les gens viennent nous voir et c'est nous qui devons travailler avec ces gens-là pour leur dire, regardez, vous avez des ressources, vous allez pouvoir aller chercher des ressources, exemple avec la Croix-Rouge. Bref, quand ils reviennent d'une intervention, les gars, là, la première chose qu'ils font, ils font la remise en service des équipements parce qu'on doit être prêt pour répondre aux appels subséquents. Et on se ramasse que, après ces appels-là, après la remise en service des équipements, on fait un post-mortem. Peu importe l'heure qui est, on parle des bons coups, on parle des mauvais coups qu'il y a eu sur l'intervention. Les bons coups sont beaucoup plus fréquents que les mauvais coups. Mais, tu sais, dans un monde, le monde de l'incendie, c'est un monde d'erreurs. Tu sais, c'est un monde où est-ce qu'on... On aurait peut-être pu faire ça, on aurait peut-être dû faire ça. On n'a pas fait ça, on y a pensé, mais on pourrait le faire la prochaine fois. Exact, M. Dupuis. Puis c'est là qu'on vient ajuster nos protocoles d'intervention suite à un incident qu'il y a eu sur un incendie. Tu parlais de santé mentale, puis tu sais, le fait de débriefer, t'amènes pas la job à la maison. Parce que sinon, tu sais, si le monde sacrait leur camp chez eux, parce qu'il est minuit, ben tu sais, la dernière chose que tu as faite, c'est remonter un truck, tu as vécu quelque chose de l'adrénaline, il faut que ça redescende. Il faut laisser le temps, M. Dupuis, à cette adrénaline-là de baisser, parce que souvent, là, les gars, quand ils reviennent d'un feu majeur, qu'il y a eu un incident, une intervention majeure, les gars ne sont pas capables de dormir tout de suite. Mais parce qu'ils revivent l'intervention, surtout quand ça touche des personnes qui ont été brûlées ou des personnes blessées gravement. Surtout dans une région comme Sorel-Tracy où tout le monde se connaît ou presque. Là. Ça, c'est une autre affaire. Là, on arrive sur une intervention, tu dis, moi, ça, c'est un tel, je le connais. Mais c'est ce qu'on Je le dis souvent depuis les premiers podcasts, Sorel, c'est grand, mais c'est petit en même temps. Hein? Il y a beaucoup de monde qui se connaissent, beaucoup de familles qui s'entrecoupent, puis même dans les villes et villages environnants, là, souvent, tu sais, il y a des liens, là, il y a des liens familiaux qui sont grands, puis d'amitié aussi, parce que tout le monde est à l'école ensemble aussi. C'est ça. Ça joue un rôle aussi. On parle de villes et villages. Tu as nommé ça, puis ça m'amène là parce qu'on parle du service d'incendie, de prévention là, de Sorel-Tracy, mais je connais Saint-Ours un petit peu, je connais Saint-Roch un peu, puis d'autres villages, d'autres villes. Il y a des services incendie aussi dans ces municipalités-là. Mais comment s'organise la collaboration entre tout ce beau monde-là et avec Sorel-Tracy aussi, là? Madame Arpin, on a des ententes. On a des ententes avec Saint-Ours, avec tous nos villes de la MRC, et on répond. Admettons, comme moi j'ai un incendie majeur, là, j'en ai une, là, deux très gros incendies là, dans les dernières semaines. Bon, ben, j'avais mes collègues de Saint-Ours qui étaient là, j'avais mes collègues de Contrecoeur qui étaient là, de Saint-Roch de Richelieu. On n'hésite pas à faire affaire avec nos villes voisines, puis c'est des protocoles d'entente avec des coûts fixes par pompier. Puis l'inverse, c'est aussi vrai. Tu sais, ça pourrait être à Saint-Ours qu'on a besoin de Sorel-Tracy ou des autres villes et villages environnants. Fait que c'est là que les protocoles rentrent en ligne d'accord. Exact. Là, on a parlé du service des incendies, puis c'est le fun parce que je pensais pas tout ça, tout ce travail-là qu'il y avait derrière chaque personne qui vient à notre secours, puis on les remercie aussi. Mais le lien avec la traversée, on va le faire maintenant parce qu'il y a un programme de soutien aux sinistrés qui s'est articulé. Je veux savoir tout de ce programme-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver ou là en été en ce cas-ci? Là, mais on veut en apprendre plus. Savez-vous quoi, Mme Arpin? Tout ça a débuté suite à une évacuation d'un bâtiment. On a dû évacuer un bâtiment dans le centre-ville de Sorel-Tracy. Il n'y avait pas de problème. La Croix-Rouge s'est déplacée sur les lieux. Ils ont pris charge des gens pendant 72 heures. Advenant que j'ai un incendie majeur là, chez nous, peu importe chez nous ou dans nos villes de la MRC, on a des ententes avec la Croix-Rouge qui donne du support, du logement, puis même de la nourriture. Des fois, ça peut aller même jusqu'à des vêtements aux gens pendant 72 heures. Après ce 72 heures-là, ça devenait problématique. Ces gens-là se ramassaient presque à la rue. Fait qu'on, nous autres, là, moi, dans nos rencontres qu'on avait avec M. Dupuis à la MRC, on a parti sur notre fameux projet d'entente avec, si vous voulez bien, il y avait je ne me rappelle pas les noms de tous nos intervenants qu'on avait. Il y avait le CISSS, il y avait
Oui. Tous les partenaires, il y a eu Recycler au centre, Exact. le CAB, l'OMH, la Porte du Passant, tous les organismes qui sont en lien pour accompagner l'humain, là, mettons, dans la région, on s'est tous arrivés ensemble, puis on a développé une proposition pour essayer de résoudre ce problématique-là, parce qu'après 72 heures, quelqu'un qui n'a pas d'assurance ou quelqu'un qui n'est pas capable de lire son assurance, il était laissé à lui-même. Ouais. Exact. Puis la traversée, arrive-vous dans ce programme-là? Bien, au début, c'était trouver une solution, trouver un arrimage, parce que le service incendie, il peut bien caler la shot, dire j'ai quelqu'un ici pendant 72 heures, mais après ça, il faut qu'il soit pris en charge. Mais on s'est arrimé, puis à un moment donné, ça prenait un porteur de projet. Puis c'est là qu'on s'est positionné en étant ouvert 24/7, 7 jours sur 7. On dit, bien, moi, je peux recevoir le ballon, les gens, puis après ça, je peux m'arrimer avec mes partenaires pour s'assurer qu'on les laisse pas, tu sais, c'est du monde de chez nous, tu penses, qu'on les laisse pas dans la misère. Parce qu'il y a plein d'histoires, tu sais, quelqu'un qui est pas capable de lire son contrat d'assurance, il est assuré, mais là, c'est là que l'organisme, là, je suis un blanc de mémoire, il va nous accompagner. Puis le CAB, on parlait du linge, tu sais, Exact. il y a plein de belles histoires. Quand tu es assuré, des fois, ça va un peu mieux. Puis là, il y a toute l'approche psychosociale aussi. Est-ce qu'il y a des traumas là-dedans? Est-ce qu'il y a des enfants qui trouvent ça tough? Est-ce qu'il y a des parents qui trouvent ça tough? Fait que c'est là que, tu sais, on peut travailler ensemble pour accompagner les citoyens, là, les gens de la région de la MRC, pour être sûr qu'ils soient corrects et qu'ils avancent. Bien, il y a du positif dans tout ça, cette belle collaboration-là. Puis ce projet-là, quand il a été mis en branle, on a dit enfin, on a des ressources pour les gens après le fameux 72 heures de la Croix-Rouge. Ça, ça a été un pas gigantesque pour notre MRC parce que les gens ne se ramassent pas qui sont à la rue. Ça, là, c'était comme primordial. Puis c'est piloté par la MRC. On a la MRC. Tu sais, moi, j'ai une entente avec la MRC qui fait que tous les services d'incendie peuvent profiter de ce service-là. Si ça arrivait à Saint-Roch, par exemple, on serait là pour accompagner, on serait là pour aider. Exactement. Donc, on est entre bonnes mains avec, le service des incendies, mais avec tous les partenaires qu'on a nommés. Mais de toute façon, on le voit, là, la traversée. On parle de la traversée aujourd'hui, mais il y a plein de partenaires autour, puis on les met en lumière. Ils sont là pour nous aider. Exactement. Oui. Bien, Roger Alamanque, c'est un bonheur de vous retrouver. J'ai l'impression qu'on est vraiment... moi, je me sens en paix là, quand vous êtes là. Pour vrai? Je me sens vraiment en paix. On se sent protégé. On se sent protégé avec votre équipe également. Puis je pense que c'est une belle collaboration que vous avez avec tous les partenaires du milieu. Oui, puis je vous dis, c'est vraiment une belle collaboration de tous les milieux, de tous les organismes qui ont embarqué dans le projet. Ça ne pouvait pas faire autrement que de bien marcher. Bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'être venu Martin. nous jaser. À nous, il nous reste une invitée, Sylvain, qui est Chloé Burel. Parle-nous-en rapidement. Travail social de formation, elle travaille au CIF, puis ça fait partie des partenariats avec la traversée au niveau, entre autres, du HTA. Mais elle va nous en parler un peu plus après ce petit Dans quelques secondes, restez là. Saviez-vous qu'en 2022, le taux de suicide reste 3 fois plus élevé chez les hommes, 20 par 100 000, que chez les femmes, 6,5 par 100 000. Les hommes de 50 à 64 ans présentent encore le taux de suicide le plus élevé, 29,8 par 100 000 personnes en 2022. Tel que promis, Sylvain, on rencontre Chloé Burel du CI3S Montérégie-Est. Bonjour. Bonjour. Chloé, on avait envie de jaser avec toi. Tout d'abord, qu'est-ce que tu fais au CI3S, au CISME, on va le dire comme ça là, pour m'aider. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Dans les faits, moi, je suis travailleuse sociale de formation. Mais actuellement, là, je suis chef d'administration des programmes pour la première ligne, deuxième ligne en santé mentale adulte. Et l'équipe de suivi d'intensité flexible là, dans la communauté, là, aussi en santé mentale. Donc, un partenariat important pour la traversée. Et le CISME, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Là? C'est gros, là, l'entité, mais on veut juste démystifier avant d'entrer un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce que ça fait, le CISME? Bien, mettons au niveau de la santé mentale. Oui, au niveau de la santé mentale plus particulièrement. Oui, exactement.
Bien, je vais y aller d'ordre plus général, puis après ça, plus Ouais, spécifique, c'est là, ça. peut-être pour les services que je connais un petit peu mieux. Bien, c'est sûr qu'on a tout l'aspect là, de notre entrée de service, qui est tout l'accueil psychosocial. Fait que les gens, quand ils ont des besoins au niveau psychosociaux, se présentent soit au niveau du CLSC ou vont appeler là, via notre guichet unique, vont rencontrer un intervenant, vont expliquer leurs enjeux, ça, pourquoi ils ont besoin là, d'un petit coup de pouce dans la situation actuelle. Puis après ça, ces intervenants-là vont pouvoir les diriger vers les bons services là, au niveau soit du CLSC, toute problématique là, confondue, et ça peut être plus précisément là, au niveau de la direction santé mentale et dépendance, là, ça dans laquelle là, je travaille. Ouais. Et où intervient la traversée là-dedans? Bien, c'est un peu entre la poule et l'œuf. Des fois, des gens rentrent ici, puis c'est pas ici, il faudrait qu'ils rentrent à l'accueil psychosocial. Des fois, ils rentrent à l'accueil psychosocial, excusez-moi, on se bat avec les P. Mais des fois, nous, on peut donner un coup de main en attendant que les choses s'arriment, que les services s'arriment. Fait que c'est là que le partenariat devient important. Puis, tu sais, on a des limites ici. On n'a pas de psychologue. Tu sais, de travail social, j'en ai pas. Tu sais, j'ai beaucoup de types de formations, mais tu sais, c'est pas des mêmes services. C'est comme des services complets qu'ils offrent au niveau du CLSC. Puis, des fois, il y a un délai. Tu sais, ne serait-ce qu'une semaine ou deux, ça permet d'arrimer tous les services ensemble puis de collaborer ensemble. Ouais. Puis, on sait que, bon, la santé mentale, là, c'est vaste, puis on a des besoins, mais on se réfère où, là? Tu sais, les gens qui sont à l'écoute, là, ils se disent, on va-tu au sisme? On va-tu à traverser? Bien, qu'est-ce qui arrive avec tout ça, là? Souvent, là, dans le cadre de la semaine de prévention, on fait la publicité ensemble. Souvent, là, ben, c'est 2 portes d'entrée. Tu sais, l'important, c'est de rentrer dans une porte, puis nous, on va s'arrimer ensemble pour voir, ouf, ça, c'est plus un cas ou une problématique que Chloé, l'équipe de Chloé va pouvoir nous aider que nous autres. Parce que le but, c'est pas de retenir les cas pour retenir les cas, parce qu'on n'aide pas le citoyen quand on fait ça. Non, puis tout à fait. Puis, tu sais, là, on a juste parlé brièvement de l'accueil psychosocial, mais c'est une des portes d'entrée, je dirais, pour la population en général. Puis, les intervenants de l'accueil psychosocial connaissent très bien les organismes communautaires de la région, sont souvent en lien justement avec la traversée ou avec d'autres organismes. Ça pourrait être la source, ça pourrait être la porte du passant, tu sais. Il n'y a pas d'exclusivité là-dedans, tu sais, au niveau de l'accompagnement. Tout le monde travaille main dans la main, là. C'est un peu ça, là. Ben oui, parce que c'est l'usager au centre, dans le fond. Au cœur des priorités. Au cœur des priorités, exactement. Puis le but, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut leur venir en aide. Fait que ce soit via le réseau, via les partenaires communautaires, on fait un tout, j'ai envie de dire. Puis le but, même quand les gens passent par le réseau de la santé pour avoir des services, après ça, le but, c'est qu'ils ne soient pas non plus dans le réseau toujours, mais c'est qu'on leur donne un coup de pouce puis qu'ils soient capables d'aller chercher les services dans la communauté. Fait que, comme je vous dis, l'accueil psychosocial, c'est la place que vous pouvez vous rendre au CLSC, que vous pouvez appeler pour expliquer la situation, puis eux vont vous orienter aussi pour les bons services. Puis après ça, bien, si la référence, dans le fond, est orientée plus du côté là, de la santé mentale, ça passe par notre mécanisme d'accès en santé mentale qui, eux, vont un peu plus là, évaluer c'est quoi le bon requis de service pour la personne. Est-ce qu'on est dans un service de première ligne? Fait que ça peut se faire au CLSC, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés. Ça peut être kinésiologue et aussi, nouvellement dans l'équipe. Ça peut être des services de psychologie aussi. Puis, par la suite, il y a la deuxième ligne qui est offerte. Il faut une référence là, par un médecin, parce que c'est quand les gens sont suivis par un psychiatre. Et il y a tout l'aspect aussi là, du suivi dans la communauté, qui est l'équipe CIF, qu'on travaille beaucoup là, en partenariat là, avec la traversée également. Puis ça, c'est une équipe là, d'intervenants qui vont vraiment à domicile, chez les gens, pour aller les rencontrer, puis vraiment les outiller pour accroître là, l'autonomie fonctionnelle, là. Moi, j'aime beaucoup dire que c'est comme une grosse toile d'araignée. Oui, bien c'est ça. Tout le monde est interrelié à quelque part si les besoins sont là. Puis il y a autant de chemins que de cas ou de personnes qui ont des problématiques. Parce que, tu sais, elle a nommé les dépendances. Mais, tu sais, nous, en dépendance, tu sais, on est limité, mais, tu sais, il y a des services de dépendance. Mais des fois, il faut une zone tampon pour s'assurer que les choses vont bien. Ou avant d'aller en thérapie, des fois, c'est là que les lits de crise ici jouent un rôle. Fait que, tu sais, fait que l'idée, c'est pas tant de remplacer l'autre, c'est de tout le monde mettre au service du citoyen tout ce qu'il peut faire pour
au bout du chemin, là, qu'on soit dans un mode d'accompagnement complété. Mais ce que ça me fait réaliser, c'est que, tu sais, on dit toujours, vous n'êtes pas seul. Quand vous avez un problème, là, on le démontre clairement. Là, il y a beaucoup de professionnels auxquels on a accès. Parlant de ça, là, les professionnels, tu sais, il y en a, tu l'as dit, là, il y a autant de monde que de professionnels, il y a autant de ressources. Mais ça se passe comment quand on va voir un professionnel, tu sais, pour donner une idée aux gens, là? Bien, c'est sûr que le professionnel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va poser des questions à la personne pour vraiment avoir une meilleure idée de c'est quoi sa situation actuelle. Fait que moi, j'aime dire, c'est un peu si la personne va recueillir des informations puis elle veut prendre une photo de votre situation actuelle. Fait que dans l'immédiat, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous allez consulter? Y a-t-il des symptômes? C'est quoi vos besoins? Suite à ça, c'est quoi le regard du professionnel sur la situation? Qu'est-ce qu'on peut vous proposer pour vous soutenir, vous accompagner? Fait qu'il y a un plan d'intervention qu'on appelle qui est fait. Plan d'intervention, ce que ça veut dire dans les faits, c'est des objectifs qu'on s'entend pour mettre de l'avant. Puis on pense toujours aussi aux familles là-dedans parce que l'entourage, c'est important. Nous, on est là, j'aime dire, temporairement. On est juste le petit coup de pouce. Même chose, famille, mais organismes communautaires aussi parce que c'est eux après qui sont là, qui restent là pour les gens. Puis, ben nous, on essaie de mettre en place ça. On va soutenir, accueillir la personne, l'accompagner là-dedans. Puis après ça, il va y avoir des objectifs, des rencontres. On va pouvoir l'accompagner sur place. Puis le but ultime, c'est que la personne réussisse à atteindre ses objectifs puis qu'elle n'ait plus besoin de nous après. Fait qu'on fonctionne aussi, j'ai envie de dire, par épisode de service. Dans le sens que c'est pas parce qu'on rentre dans le gros système du réseau qu'on va être suivi pendant des années. Tu sais, c'est pas ça l'objectif, c'est qu'on rentre parce que ici maintenant, on a besoin d'un soutien, d'un accompagnement. Puis des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce externe pour nous aider. Puis on n'a pas à avoir honte non plus là, de non, ça. Mais c'est là. ça, tu dis, on n'a pas à avoir honte. Puis on en a parlé dans d'autres épisodes, mais y a-t-il encore des tabous en 2025 au sujet de la santé mentale? On en est-tu encore là où on a fait du chemin? Je pense qu'on a fait du chemin. Mais on a encore des tabous. Okay. Hein? Je pense que c'est normal d'une certaine façon, je crois, d'en avoir. Toutefois, je pense qu'il faut autant individuel que collectivement, il faut qu'on en prenne conscience pour pouvoir déstigmatiser tout ça puis passer à autre chose. Puis quand on parle de tabous, on veut dire quoi? Exemple, parce que toi, tu étais à même de constater, là, c'est quoi les plus gros tabous là, auxquels on fait face? Là? Bien, tu sais, ça peut être autant que les hommes qui viennent consulter, puis là, tu pourras faire du pouce, mais les hommes qui viennent consulter, est-ce que c'est une question de, tu sais, t'es supposé d'être fort, t'es supposé, tu sais, le tabou un peu là, masculin par rapport à ce qu'on n'a pas besoin de consulter, on peut régler nos choses, bien, c'est pas vrai, puis j'ai envie de dire... N'importe qui, à un moment donné, a besoin des fois d'un petit coup de pouce. Puis la plus belle chose qu'on peut se faire comme cadeau individuel, c'est d'en avoir conscience puis de dire, bien, je vais aller consulter ici, maintenant. Puis des fois, ça peut être juste une question de 4, 5 rencontres ou un peu plus que ça pour nous donner le coup de pouce. Puis après ça, dire, bien, coudonc, moi, je pense que ça devrait être un rendez-vous annuel. On va chez le médecin annuellement, mais la santé mentale, on devrait s'en occuper annuellement. Mais pas juste annuellement, mais on comprend le principe. Là. Mais souvent aussi, tu sais, tu parlais de tabou, souvent ce qui arrive aussi, c'est que le monde pense que je vais pas bien maintenant, je sais que je vais pas bien, mais tu sais, il y en a d'avoir des pires, ou tu sais, puis tu sais, faut pas attendre qu'on soit dans sa définition, c'est ça, qu'on soit dans la définition que tu donnais du pire, parce que tu sais, t'en as plus encore à régler souvent, tu sais. Puis moi, je dis souvent l'exemple ici, les gens qui appellent, tu sais, ou les crises, c'est ils tombent dans une sécheuse, puis à un moment donné, tu as l'impression que tu peux plus mettre ton pied à terre parce que tout ce que tu fais, ça marche pas. Puis là, mais évidemment, tu sais, tu commences toujours à voir la vie plus noire. Mais c'est là qu'il faut arrêter et dire non, regarde, il y a des services qui existent. Puis en plus, au Québec, là, mais c'est gratuit. Je veux dire, on va se dire les vraies choses, c'est gratuit. Aux États-Unis, ça serait une autre histoire. Mais chez nous, c'est gratuit. Fait qu'aller au CLSC, aller à l'accueil psychosocial, rencontrer des gens. Puis c'est sûr que si c'est pas si grave que ça sera peut-être pas long. Mais si c'est grave, mais mais au moins, on aura validé. T'es en dehors des tabous. T'es en dehors. Bien, puis tu sais, le CLSC, c'est un peu ça aussi, hein. Tu sais, c'est la promotion de la santé puis la prévention chez la population. Fait que c'est exactement ça de quoi on parle actuellement. C'est pas une
une faiblesse, puis il ne faut pas avoir honte de consulter. Je pense que, comme je disais tantôt, c'est un beau cadeau qu'on peut s'offrir. Puis quand on arrive à dire « j'ai besoin d'aide », c'est parce qu'on a eu une très bonne capacité d'introspection. Puis c'est se dire « bien, moi, je me choisis ici maintenant pour pas que ma situation se dégrade ». Fait que, tu sais, au-delà de ça, c'est une très belle force que les gens ont puis ont été capables de mettre de l'avant chaque personne qui rentre au CLSC. Puis, on a aussi, par rapport plus précisément à la santé mentale, oui, il y a plusieurs tabous qui peuvent persister. Des fois, les gens qui peuvent avoir des symptômes dépressifs ou des symptômes anxieux qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir plus de difficultés soit à sortir de chez eux ou à poursuivre leur travail, bien, des fois, on peut dire « Ah, c'est un manque de motivation ». Mais ça va au-delà de ça. Bien, c'est fait sûr. que les gens, je pense qu'il y a quand même, des fois, une incompréhension de la situation. Oui, parce que des fois, il y en a qui minimisent, disent c'est pas si grave que ça, tu sais. Puis il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a ça peut arriver à tout moment. Il n'y a pas de revenu minimum pour avoir des besoins au niveau de la santé mentale. Personne n'est à l'abri. Moi, ce soir, aujourd'hui, j'ai l'air vraiment fort, mais peut-être que c'est moi demain qui va avoir besoin d'aide. Puis, fait qu'il n'y a pas de raison de dire, par rapport aux autres, comment ça va être le jugement. Il n'y en a pas de jugement parce que forcément, ça va passer dans la tête de quelqu'un dans sa vie au moins presque une fois, là, sans que, tu sais, ça va pas bien, je me sens pas bien. Puis des fois, juste aller jaser avec des amis, ça l'aide. Mais déjà là, tu viens de faire une action sur ta santé mentale. Tu n'as pas toujours besoin d'aller au CLSC et appeler à traverser. Mais tu sais, déjà, l'isolement, quelqu'un qui s'isole, déjà, tu commences à jouer avec le feu. Mais ne serait-ce que je trouve ça rassurant. Tout ce qu'on se dit aujourd'hui, on a des gens pour nous, qui sont formés pour nous. Et j'imagine là, qu'il y a des belles histoires qui sont sorties de ça. T'sais, on nommera pas un tel, mais peux-tu nous raconter des belles histoires qui sont arrivées, des belles histoires en lien avec ce que vous faites concrètement au CISM? Mais oui. Avec nous, avec la HTA, peut-être ça serait tout à fait, c'est ça j'allais dire, parce que, tu sais, dans les services, on n'a pas parlé plus précisément là, de la collaboration avec le HTA. Bon, le HTA, ça veut dire hébergement transitoire adapté. Très belle collaboration depuis l'automne environ. Oui, depuis juillet l'année passée qu'on est vraiment dedans. On est vraiment dedans. Dans les faits, l'idée, c'est soit d'éviter des hospitalisations du côté de l'unité de psychiatrie, ou c'est soit de faire en sorte qu'il y a des gens qui sont hospitalisés à l'unité, mais ne sont plus en phase de soins aigus. Fait qu'ils pourraient retourner chez eux, mais il reste des petites choses à travailler, à consolider pour que les acquis soient vraiment optimales pour retourner à la maison, pour éviter qu'il y ait une réhospitalisation rapide qui se fasse. Donc, il y a 2 lits là, du côté là, de la traversée qui sont disponibles. Puis comment ça fonctionne, c'est que nous, il y a un intervenant souvent, soit de la clinique externe de psychiatrie, ou si la personne nécessite un suivi d'intensité flexible dans la communauté, bien nous, on embarque, puis on offre le suivi tout le long du séjour en HTA ici. Puis, il y a des succès là, face à cette collaboration-là. C'est ça qui est le fun dans l'arrimage des services, parce que, tu sais, on est un OSBL, ils sont plus du niveau public. L'arrimage des services permet, parce qu'il y a un intervenant mettons, du CIF avec une de mes intervenantes ou mes intervenants, puis on a un plan d'action souvent qui est mis en place pour aider la personne à consolider ses gains. Donc, c'est là qu'on travaille tous ensemble jusqu'à la personne retourne chez elle. Puis évidemment, après ça, c'est le CIF qui prend le suivi externe, là, par différentes façons, ou pas pantoute, parce que ça va super bien. Fait que ça en est un beau succès, parce que, tu sais, l'usager n'a pas besoin de savoir, tu sais, c'est-tu public, c'est-tu pour l'organisme, tu sais. Parce que l'arrimage est, sincèrement, depuis beaucoup de mois, l'arrimage est vraiment bien fait. Ça s'y méprend de savoir qui vient de où, parce qu'il y a vraiment, tout le monde tire vers l'objectif d'accompagner la personne. Oui. Puis on a des gens que, justement, on a évité des hospitalisations. Des gens qui étaient suivis dans la communauté par l'équipe, mettons, CIF. Puis on a contacté Sylvain, puis on a expliqué la situation, puis dit « Hey, c'est cette personne-là, on veut pas qu'elle soit hospitalisée parce qu'il y aurait une régression, mettons, de sa situation. » Puis on pense que dans un environnement encadré comme ici, avec nous qui viendrait, bien,
on augmente notre intensité de service, fait qu'on vient plus souvent, on est souvent là en discussion, les intervenants se parlent aussi pour favoriser, dans le fond, vraiment là, que l'hébergement ici se fasse plus rapidement, puis avec un plan d'intervention là, concerté. Et on a évité des hospitalisations. Beaucoup. On a été aussi en mesure de voir est-ce que la personne est capable ou pas d'être en logement, parce qu'on a des yeux qui sont ici sur place, puis voir, au niveau des activités quotidiennes, la personne au quotidien, comment qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle semble autonome, elle semble pas autonome, quel service est-ce qu'on pourrait mettre en place pour vraiment faire en sorte que ce soit sécuritaire. Puis, on a des gens qui sont sortis de l'unité aussi, puis il restait des acquis à consolider, puis on ne voulait pas non plus les garder du côté de l'unité parce que tout le côté médical, dans le fond, là, était déjà stabilisé. C'était plus au niveau psychosocial, ou des gens qui vont craindre de retourner là, à la maison, que l'anxiété qui est encore présente. On a comme juste besoin du petit coup de pouce. Fait qu'ici, c'est une belle transition, un environnement qui est sécurisé, qui est sécuritaire pour eux, qui est rassurant, mais en même temps, ils sont un peu plus comme dans leur domicile. Là, on les sort du cadre formel un peu de ce qu'il y a c'est aussi. un milieu de vie ici. Hein? Puis des fois, Chloé elle donne des exemples. On a montré à du monde comment faire du lavage. Je veux dire, des fois, là, dans l'habileté aussi, il y a du monde qui n'a jamais fait de lavage. Ça a amené des exemples, ça, quand on dit de consolider des choses. Parce que c'est bien beau renvoyer quelqu'un à un appartement. Puis dire, tout va aller bien, mais c'est pas grave de faire du lavage, on part de loin. Fait que c'est là que, puis là, tu vois, ça n'est qu'un exemple de consolidation. J'ai l'impression qu'on déterre toujours comme des poupées russes sans tous ces sujets-là. Puis tu sais, on a un autre aspect, que, mettons, quelqu'un a reçu un diagnostic sur l'unité, là, mettons, sur l'unité de psychiatrie, peut pas travailler pour l'instant. Il y a des démarches quand même avec l'aide sociale pour pas que la personne se retrouve sans argent pour être capable de payer son loyer, tout ça. Mais il reste des démarches à faire. Il y a des choses à consolider aussi au niveau du budget dans le contexte financier actuellement qui est plus difficile. Bien là, justement, en venant ici, la traversée peut travailler la gestion du budget. Nous, on peut travailler un peu la gestion de l'anxiété au travers de tout ça. Puis, bien, on en a eu des succès. On a des gens qui ont été capables d'avoir, mettons, la RAMQ, avoir aussi, dans le fond, là, l'aide sociale pour éviter qu'ils se retrouvent en situation d'itinérance. Fait que ça en est des succès pour nous. Puis ça a de l'air, des fois, on dirait, simple, mais c'est pas simple, puis c'est pas anodin. Non, fait que ça a tout... Exact. Ça a tout sa place, un projet comme celui-là. On le voit quand tout le monde... Tu faisais ça tantôt, quand tout le monde travaille main dans la main, mais je trouve que c'est un peu la bonne image. On a des beaux succès comme ça, puis on est là au bénéfice de la population. Là, on va terminer là-dessus, je pense, parce qu'on pourrait en parler, je pense, pendant des heures et des heures. Il y a tellement de choses au CISM. Là, on a parlé du volet un petit peu santé mentale. Si les gens se posent des questions, on n'a qu'à se présenter au CISM comme ça, là? Bien, dans le fond, les gens peuvent se présenter du côté de l'accueil psychosocial ou ils peuvent là, directement là, contacter. Là, on a un guichet unique au niveau là, de l'accueil psychosocial. Je ne sais pas s'il y a possibilité de mettre les coordonnées. On va être en mesure de mettre les coordonnées en dessous. Parfait. Là, les gens ne tombent pas sur toi nécessairement, toute l'équipe. Là. Non, exactement. Ils appellent vraiment là, du côté de l'accueil psychosocial. Puis, c'est un intervenant là, qui va pouvoir là, faire une collecte de données générale. Comme on l'a dit. Exactement, pour après ça l'orienter là, vers les bons services. Puis, comme je vous disais tantôt, ces intervenants-là connaissent très bien les organismes de la région aussi. Fait que s'il y a des organismes de la région qui peuvent répondre aux besoins de la personne, bien, ils vont être référés vers ces organismes-là. On travaille main dans la main. Exactement, c'est un bel exemple. Bien, on conclut avec toi, Chloé. C'était super intéressant, de te rencontrer, mais de connaître tout ce que vous faites au CISM du côté de la santé mentale. Puis on l'a dit, ce n'est que la pointe de l'iceberg un peu, mais il faut concentrer nos efforts sur le message qu'on livre. Sylvain, on conclut cette édition de belle façon. Je te laisse le mot de la fin aujourd'hui. Oui, bien, là, on est en juin. Il faut profiter de l'été, profiter du beau temps, profiter du soleil. C'est important. Ça en fait partie des belles choses pour la santé mentale. Puis, si ça ne va pas bien, bien, vous avez le numéro de l'accueil psychosocial, puis vous pouvez appeler à traverser 450-746-0303 en 24/7. On n'est pas fermé jamais. Non. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos invités et à la prochaine. Bon été.